Ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière de TELUS, qui prône le dynamisme des médias et du journalisme au Québec. Bonsoir, au microphone Bruno Gouliel-Minetti en provenance de la Gaspésie, d'où je vous propose cette édition spéciale de mon carnet en direct de la 2e édition du Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer. C'est le 4e et dernier épisode de cette série qui vous parvient de la baie des Chaleurs. Et pour terminer cette série, encore des invités très intéressants. On va parler avec le journaliste Antoine Robitaille de Québecor Média. On va également parler avec le professeur en journalisme des données de l'UQAM, Jean-Hugues Roy. On va rencontrer 2 jeunes femmes qui étudient en journalisme à l'ATM de Jonquière. On aura le mot du festivalier. Et puis, comme c'est la dernière de mon carnet ici, on va accueillir le grand patron de ce festival, Bertin Leblanc, pour faire en quelque sorte le bilan de cette 2e édition. Vous me permettrez d'en profiter pour remercier sincèrement toute l'équipe du festival pour son accueil et un énorme merci également à TELUS qui a rendu possible cette série grâce à son soutien financier. Et puis, à la toute fin, comme hier et avant-hier, une chanson pour célébrer le festival. Et encore aujourd'hui, j'ai eu plein de commentaires. Les gens sont curieux de savoir comment ça a été fait. Je vous en parle à la toute fin de cette émission. Mais bon, pour tout de suite, on fait une courte pause et on revient avec le journaliste et animateur Antoine Robitaille. Antoine Robitaille, bonjour. Bonjour Bruno. Antoine, quand on est journaliste à la colline parlementaire, qu'on est animateur de radio, maintenant animateur de télé, avec Cube Télé, comment on arrive à ramener tout ça? Parce que là, c'est toujours la même information, mais adaptée aux médias. Oui, puis ça s'entraide. C'est comme, je dis toujours que j'ai comme des périodes de recherche. Ça, ce sont mes entrevues à la radio. Puis, évidemment, après, ça me sert pour mes chroniques. Dans le couloir, je recueille des confidences, parfois, qui me permettent de faire des entrevues, qui me permettent aussi de faire un peu d'enquête, parce que j'en fais. Je sors de la nouvelle dans mes chroniques, j'essaye en tout cas. C'est arrivé récemment 2 fois. Donc, évidemment, c'est astreignant, là, tout ça, là, de faire tout ça en même temps, mais je pense que quand on réussit à jongler, on trouve une manière, en fait, de jongler avec tout ça, ça s'entraide. Chaque type de métier, parce qu'il y a plusieurs métiers dans ce métier-là, aide l'autre. Mais je pense qu'il faut être bon avec le stress. J'ai développé des techniques, puis je me souviens de mon père qui disait, quand j'étais jeune, il disait à propos de lui, j'ai de la facilité avec ça, moi, le stress. Alors, j'ai l'impression que j'ai hérité de ça, j'ai ça dans mes gènes parce que c'est très stressant. Plusieurs rendez-vous dans la journée, j'ai vraiment une espèce de carnet de notes quotidien avec des choses à remplir. Ils sont toujours les mêmes. J'ai mon rendez-vous de 12h29 avec TVA LCN, 12h50 avec du Trisac à Cube. Puis après ça, souvent je suis le soir au bilan, mais j'ai 3 chroniques à faire aussi dans le journal. Donc, non, mais c'est une gymnastique. Ouais, oui, puis c'est très intense. J'ai déjà vécu des périodes où j'étais reporter et commentateur à la radio, où je finissais très tard le soir parce qu'au devoir, on avait une heure de tombée très tardive. Puis je rentrais chez nous là, à 9h30, 10h. Ma blonde peut en témoigner, elle était tannée. Mais là, c'est concentré. Évidemment, le matin, je suis à l'écoute. Là, quand je fais du sport, je suis à l'écoute de tout ce qui se dit à la radio, tout ça. Je lis mes journaux, je m'informe. Puis là, après ça, j'enchaîne chacun de mes rendez-vous. Mais c'est devenu comme une habitude. Je suis bien entraîné, donc je réussis parfois à tout réussir. Des fois, je suis moins content, mais j'aime bien ça. Antoine, ça fait quand même un bon moment, tous médias confondus, que vous couvrez la scène politique. Oui. Quand vous regardez l'évolution de la communication dans le contexte politique, comment vous arrivez à décrire où on est rendu aujourd'hui? Et c'est sûr qu'en 2005, quand je suis arrivé à la colline, il y avait un texte par jour. Dans le devoir, je faisais un texte par jour.
Et aujourd'hui, je vois les reporters qui en font plusieurs par jour. Le texte évolue. Donc, ils sont comme tous devenus des agenciers pour ceux qui font du reportage politique. Puis, ils bonifient. Parfois, ils sont libérés aussi pour faire un peu plus d'enquête ou une grande entrevue ou tout ça. En tout cas, au journal, le bureau parlementaire est extrêmement bien organisé par Rémi Nadeau. Donc, quand on me demande de comparer, il faut que je compare avec des comparables. Et le travail de reporter a beaucoup évolué, mais il y a des choses qui sont restées, qui restent stables. Un sondage, c'est un sondage. Souvent, quand il y a un sondage au journal, il y a une grande réunion vers 12h30, puis on voit ce qu'il y a dans le sondage comme nouvelle, puis il y a quelqu'un qui est chargé de l'écrire. Jamais la même personne. Il y a comme une rotation au journal. Donc, ça n'a pas changé tellement. Quoique, c'est vrai que avant, on se souciait pas de la télé, ou surtout au journal, c'était très cloisonné. TVA, Journal de Québec, Journal de Montréal. Journal de Québec, Journal de Montréal, les deux reporters s'engueulaient là, sur la tribune pour savoir qui allait couvrir quoi, hein, parce qu'on savait pas ce qui allait aller dans le journal. Puis bon, ça, c'était un peu compliqué. Et là, il y a beaucoup plus d'unité. On est un peu plus comme Radio-Canada, d'une certaine façon, où il y a cette habitude de la convergence depuis très longtemps entre télé, radio, tout ça, puis même maintenant à l'écrit. Alors, je dis que je pense qu'on est devenus des saltimbanques aussi parce qu'on fait tout, hein? On fait tout. Et en 2005, tout était plutôt cloisonné. Il y avait des photographes qui faisaient juste de la photographie. Là, maintenant, nous les reporters, moi je suis plus reporter, mais même moi j'ai fait un reportage là dans le reste du Canada. J'ai pris beaucoup de photos, tu sais. Certaines ont été publiées, plusieurs ont été jetées, là, remarque, mais mais c'est ça. Et on fait de tout. Hein. Alors moi j'écris, je suis à la télé tous les jours, je fais de la radio maintenant, radio comme vous l'avez dit, radio visuelle. Donc c'est sûr qu'il faut apprendre plusieurs métiers aujourd'hui. Moi je pense que c'est ce que je dirais. Une très longue réponse pour dire faut faire tous les métiers. C'est à la fois un message que vous envoyez aux jeunes qui commencent dans le milieu. Mais vous le mentionnez tout à l'heure, vous avez ces fameuses discussions de couloir, les entrevues que vous faites dans le cadre de vos différents rendez-vous à l'antenne. Mais quelle part les réseaux sociaux jouent dans l'écosystème de vos sources d'information? Ben, ça joue. Souvent, il y a quelque chose qui surgit sur X. Là, je commence à m'habituer. J'ai appelé ça Twitter, mais ça surgit sur X ou une grande lettre d'un politicien sur Facebook. Il y en a qui sont forts là-dessus. Donc, ça joue beaucoup, effectivement. Ils envoient moins de communiqués ou ils vont envoyer leur lettre d'abord sur les réseaux sociaux, puis ensuite sur communiquer. Des fois, ça nous fâche un peu parce qu'ils font des discours très revendicateurs contre les géants du web. Puis en même temps, ils pourraient nous envoyer la lettre. Nous, on la publierait on a une belle page, ça s'intitule « Faites la différence » dans le journal, où c'est des textes d'opinion. Ça pourrait être à la page idée du Devoir, à la page dialogue de la presse. Je veux dire... Non, mais ça c'est sûr que aussi quand il y a des chocs entre ou des querelles sur X, ça peut être source de comment dire, quand on n'a pas eu le temps d'aller chercher une réaction dans le couloir, oui, ça compte pour ça. Donc c'est bien pratique, mais ça ajoute au travail évidemment. Je pense pas que Pierre Laporte en 1963 avait à se soucier de ça comme... je pense à Pierre Laporte parce que quand je suis arrivé au Devoir, j'ai vu en 2005, là, j'ai vu les mosaïques sur le mur, puis il y avait Pierre Laporte. J'étais là, mon Dieu, Pierre Laporte, je fais le même métier que Pierre Laporte, je suis dans le même poste. Et donc, ça me fascinait. Et même, il y a un autre, là, un Dumont qui était là en 1912. Ça me fascinait de voir que je faisais le même métier. Là. Il y avait plein de prédécesseurs, puis c'est sûr que le métier a évolué beaucoup, mais en même temps, on cherche toujours de l'inédit. C'est juste que maintenant, il y a tellement d'informations. Puis avant, il y en avait moins. Hein? Les reporters avaient le temps de jaser au café du Parlement, de prendre un verre avec des politiciens. C'est incroyable. J'ai fait une série historique sur l'époque du ministre Claude Morin. Et c'est incroyable à quel point il y avait le temps de discuter avec les journalistes. C'est fou.
Alors que nous, on prend le temps, mais il faut que ça soit rapide. Tout le monde est pressé. En terminant, Antoine, il y a ce festival, il y a cette rencontre qui a lieu à Carleton-sur-Mer. Vous avez accepté l'invitation. Pourquoi? Puis qu'est-ce que ça représente, le festival-là, pour vous? Ben, j'aimais bien l'idée de venir à Carleton-sur-Mer, j'avoue, d'abord. Mais évidemment, parler du métier. Deux sujets très importants parce que je participe à deux panels. Un, sur est-ce qu'on peut encore débattre de tout? Les réponses sont pas évidentes. Ça faisait débat. Il fallait tenir un débat sur le débat. C'était intéressant. Puis l'autre, mais là, on va discuter dans quelques minutes des rapports entre les journalistes et les attachés de presse. C'est important. J'espère que les gens vont s'intéresser parce que c'est un peu... comme on dirait, des jeux de coulisses, hein, souvent. Mais ça peut être fascinant, les rapports, parce qu'il y a des rapports d'intérêts communs. Hein. Il y a parfois des intérêts qui sont pas du tout communs. Il y a des rapports d'hostilité. Alors, on va explorer ça. Ça va être des journalistes et des attachés de presse, anciens et nouveaux, qui vont discuter de tout ça. Donc, et cette rencontre-là est intéressante parce que c'est un festival, c'est pas un colloque, c'est pas non plus un congrès comme la FPJQ où on discute entre nous beaucoup. Là, il y a des gens qui sont pas du tout journalistes qui viennent s'informer sur comment se passe le métier, comment évolue le métier. Puis c'est bon aussi de promouvoir aujourd'hui notre métier. Il faut le faire, je pense, parce qu'il est extrêmement critiqué par une frange de la population qui nous connaît mal, moi, je dois le dire. Là. Souvent, ils nous disent « Vous parlez jamais de ça dans votre journal. » Là, je leur envoie 3-4 liens. Donc, moi, j'aime ça discuter avec eux. Je reçois beaucoup de courriels. Puis, je l'ai vu hier. À la fin de la rencontre, je vous ai vu avoir une conversation avec quelqu'un qui n'avait pas nécessairement vos idées, mais c'était intéressant de voir un lecteur, un auditeur, pouvoir avoir la chance de vous rencontrer et d'échanger comme ça. Absolument. Puis moi, quand je voulais devenir journaliste, je courais les conférences comme ça, puis j'allais voir des journalistes d'expérience pour savoir comment ça se passait, qu'est-ce que c'était que ce métier un peu particulier, de rapporter la nouvelle, de chercher de l'inédit. Donc oui, c'est une belle, ça nous permet de faire des belles rencontres, puis on a des questions du champ gauche totalement. Hier, on m'a demandé comment ça se passait les débats dans la Grèce antique. J'ai répondu, vous étiez pas là. Mais sur un ton très sérieux. Mais j'avais mon Thucydide en tête. J'ai lu Thucydide, moi, puis j'étais content de répondre à ça. Donc, c'était tout à fait imprévu et c'est ça qu'amène les rencontres avec le public, puis c'est toujours intéressant. Antoine Robitaille, merci beaucoup de m'avoir donné de votre temps, puis bonne suite au festival. Ça fait plaisir, merci. Mon prochain invité, on se connaît depuis au moins 30 ans et il est aussi curieux de l'Internet et du monde numérique que moi. Après une belle carrière à Radio-Canada, Jean-Hugues Roy a accroché son micro pour aller enseigner à l'UQAM. Mais pas n'importe quoi, il a décidé de faire bénéficier ses étudiants en journalisme de son savoir-faire avec les données. Et donc, il enseigne maintenant le journalisme de données à l'UQAM depuis une bonne quinzaine d'années. Je l'ai croisé à Carleton-sur-Mer. Voici notre échange. Bonjour Bruno. Jean-Hugues, de se croiser ici, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu comme à la fois le partage de connaissances entre les journalistes et le public, mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur où en est rendu le journalisme. Et s'il y a quelque chose, je le disais quand je te présentais, s'il y a quelque chose que je t'attribue dans le monde de la formation des journalistes, particulièrement à l'UQAM, c'est d'avoir introduit toute cette notion de données qui était générée avec l'arrivée de l'Internet et donc le journalisme de données. C'est quelque chose qui se faisait professionnellement, mais il y en avait encore très peu, puis encore, c'est le cas, là, il y a très peu qui le faisaient. Et toi, quand tu es arrivé à l'UQAM, à part tout ton bagage de journaliste, tu as aussi amené ça, cette démarche-là. Puis moi, au fil des années, j'ai croisé tes étudiants et tous ont été marqués par ce grand livre que tu t'ouvrais, ce coffre que tu ouvrais des possibilités avec les données. Quand tu regardes le chemin parcouru, parce que disons que ça fait quelques années maintenant que tu enseignes, est-ce que tu trouves que tu as réussi ta mission? Bon, peut-être. J'en sais rien. Les étudiants, une fois qu'ils quittent l'UQAM, je ne sais pas
tout, je sais pas qu'est-ce que tout le monde devient, hein, qu'est-ce que tout le monde fait, qu'est-ce que chacune fait avec ça. Mais je sais pas si je m'attribuerais ce rôle-là, ce chapeau-là, là, parce qu'il me semble que ça va de soi, là, ça coule de source. On a vécu, toi et moi, Bruno, hein, l'apparition d'Internet, hein, ça a été un bouleversement. Il y a de quoi que c'était plus pareil, là. C'est comme découvrir un nouveau continent, quelque part, hein? Quand Internet est arrivé. Alors, c'est un peu ça. Pour moi, c'est juste de prolonger ça, hein, dans le fond, là. D'amener ça dans l'enseignement, pas juste de faire du journalisme dans Internet, mais ouais, d'hybrider carrément l'informatique avec le journalisme. Tu sais, il y a plein de domaines où ça arrive. Tu sais, en biologie, il y a aujourd'hui de la biologie, de la bioinformatique. Tu sais, en linguistique, il y a la linguistique computationnelle, un adjectif que je trouve bizarre, mais en tout cas. Oui, donc il y a un paquet de disciplines où l'informatique vient créer quasiment une nouvelle discipline. Alors moi, c'est un peu ça là, que j'essaie d'amener. Hein. Je veux dire, c'est un peu comme quand dans les années 90, Internet est arrivé. Donc on a appris le HTML. On était plusieurs à l'apprendre, à se mettre les deux mains dedans pour créer. Alors c'est un peu la même chose maintenant aujourd'hui, d'apprendre à programmer. Pour moi, c'est ça. Ça fait partie du coffre à outils là, de base. Pas juste des journalistes, mais de tout citoyen. Hein. Quand on regarde, aujourd'hui, la plupart des médias québécois ont leur équipe d'enquête. Puis une bonne équipe d'enquête, on dit, il y a un comptable ou un économiste, il y a un fiscaliste, il y a un détective, un avocat, oui. Et puis, mais des spécialistes de la donnée, on n'en trouve pas tant que ça. C'est dû à quoi, d'après toi? Parce que tu enseignes à une nouvelle génération de journalistes, mais les médias traditionnels, on a l'impression qu'à part de quelques rares exceptions, ils n'ont pas encore commencé à utiliser ça. C'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis aussi allé chercher dans les dernières années Kathleen Lévesque, journaliste d'enquête à la presse, qui est avec nous depuis septembre 2020. Et ensemble, on a mis sur pied quelque chose, un centre. Bon, on n'a pas, c'est encore une coquille dans laquelle il n'y a pas d'argent encore, ou très peu, là, mais ça s'appelle le Centre francophone de journalisme d'enquête et de données. D'accord? Pour nous, ça va ensemble. Journaliste d'enquête, Kathleen est forte là-dedans. Oui, la donnée, le côté plus geek, là, en arrière-plan, là, oui, ça c'est plus, c'est mon volet. Alors, on tente de développer ça. Puis on donne ensemble depuis quelques années un cours de journalisme d'enquête où voilà, on mêle les deux le plus possible, dans la mesure du possible, dans la mesure où c'est pertinent. Alors, oui, ça va ensemble. Et pourquoi c'est pas plus déployé davantage dans les autres médias? Ben, je sais pas. Parce qu'effectivement, dans les grandes équipes du New York Times, du Post, ils ont des équipes complètes de data, avec plusieurs développeurs. La plupart ne viennent pas c'est pas des anciens informaticiens ou des anciennes informaticiennes. La plupart, c'est ça, c'est des gens qui ont étudié en journalisme ou qui ont étudié en littérature ou ailleurs. ProPublica, c'est pareil. C'est tous des gens des sciences humaines et sociales qui ont appris un peu d'informatique pour répondre aux questions qu'ils se posaient. Et quand tu regardes l'évolution de ça, est-ce que tu as l'impression qu'on est prêt de voir ce type de journalisme-là apparaître? Parce que je le disais, ça fait quelques années maintenant que tu enseignes ça. On voit, là, tu es rendu à quoi? Depuis 2016 là, que ce cours-là est donné. Donc, voilà, on le voit plus. L'endroit où on le voit davantage, c'est au bureau d'enquête du Journal de Montréal. Oui, carrément, là. Philippe Langlois qui est là, lui, il programme. Il y a Charles Mathieu qui est là. Qui d'autre que j'oublie? Je veux pas en oublier, mais là, ça me sort de la tête. Bref, oui, c'est beaucoup là que ça se passe, qu'on applique ce que je montre, la programmation à des fins journalistiques. Au devoir, ils sont très forts aussi en données. Il y avait Florent qui a amené ça très loin, Florent Dodens. Il y a à la presse, il y avait Thomas Delormier aussi qui a participé, qui est le geek de la place. Alors, c'est épisodique. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'équipe permanente, si on veut, là, qui applique le journalisme informatique. On va appeler ça comme ça, computational journalism, beaucoup au Québec. Mais il y en a. De temps en temps, il y en a.
ce que le Journal de Montréal a sorti, là, les salaires. Oui, il y a beaucoup c'est issu de plusieurs demandes d'accès à l'information, mais il y a aussi tout un travail sur les données par la suite, puis ce qu'ils ont fait avant sur les salaires, ce qu'ils font régulièrement, les salaires dans les municipalités, par exemple. Ça aussi, je sais que c'est un travail de programmation, de moissonnage de données assez costaud. On apprenait récemment que l'UQAM va offrir très bientôt une formation dans le contexte du journalisme avec l'intelligence artificielle, qui va être pris en ligne de compte vraiment dans un cours en particulier. Mais toi, les algorithmes, ça fait longtemps que c'est au cœur de ton travail. Comment tu vois maintenant cet intérêt autour de l'intelligence artificielle, mais dans un contexte journalistique? Mais l'IA générative, c'est comme quelque chose d'autre. C'est comme quelque chose de nouveau qui apparaît. Parce que l'intelligence artificielle, oui, ça fait longtemps qu'on travaille avec l'apprentissage automatique, donc le machine learning non supervisé, donc pour extraire du sens de grands volumes de texte. Oui, ça fait partie des choses que je montre depuis quelques années. Appliquer des modèles de langue. C'était des petits modèles de langue, tu sais. Ça faisait la job. Ça faisait le travail, mais non pas, oui, mais avec des limites, tu sais, c'était pas tout, c'était pas complet, c'était pas aussi bien, aussi bluffant que ce que OpenAI nous a appris et les autres qui sont venus par la suite, là. Alors c'est autre chose, c'est comme d'autres outils, l'IA générative, et donc je pense que les deux vont cohabiter, je pense, l'ancienne, si on veut, ou la façon de mobiliser l'intelligence artificielle, c'est la façon qu'on la mobilisait précédemment, avant l'apparition de ChatGPT, ça va continuer, je pense. Faire donc de l'apprentissage, c'est pour faire quand on fait de l'apprentissage automatique, mais supervisé, donc entraîner des algorithmes, ça, je pense qu'on va encore avoir besoin de faire ça dans certains cas, pour répondre à des questions dans l'intérêt public, là, bien précises. L'IA générative, on peut aussi s'en servir, mais pour d'autres choses. Tu sais. Donc, ça vient juste compléter le tableau, élargir le tableau là, et le rendre encore plus affolant. Mais selon toi, l'IA générative, elle est là et elle doit faire partie du coffre d'outils des jeunes journalistes? Je pense que oui. Si on n'en tenait pas compte, les étudiants le feraient à notre place. T'sais. Sérieux, c'est là, ils s'en servent, ils en voient les limites aussi. Ils nous le disent, ChatGPT, c'est spontanément, ils nous le disent. Pour les faits, pour l'instant, c'est de la M. C'est plein de M. Est-ce que ça va durer? Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que ça va continuellement évoluer. Là. Donc, pour l'instant, oui. Moi, j'aime bien aussi montrer des façons comment utiliser ChatGPT, non pas, ou les autres outils, pas juste sur leur interface web, mais programmatiquement. Donc, pour résumer plusieurs textes, pour comparer de gros PDF l'un avec l'autre, ou plein d'utilisations programmatiques d'OpenAI et d'autres. Alors, c'est là aussi que j'essaie de les amener un peu plus loin. Là. On parlait de données, on parlait d'algorithmes, on parlait d'intelligence artificielle générative. Quand tu regardes devant, là, tu vois quoi sur ton radar? Qu'est-ce qui va venir changer le journalisme et sur lequel tu es en train de te pencher en disant, il faut que je regarde d'un œil là-dessus parce que bientôt, à moyen terme, ça va changer la partie, ça, pour mes étudiants? Très dur à dire, c'est ça, c'est trop. Prédire l'avenir, c'est impossible, mais enfin, ce qui semble se dessiner, hein, en tout cas, c'est le reportage de Jean-François Bélanger là, sur Channel One qui m'a fait penser à ça. Oui, on peut utiliser peut-être des avatars pour avoir des présentateurs. Ok, c'est donc dans la présentation pour générer du texte. Mais en dessous de ça, tous ces outils-là, justement, l'IA générative a besoin de concret, a besoin de réel à la base. Et qui va l'amener? Mais ça va encore être pour l'instant, ça demeure des humains. Donc, il va peut-être que de mobiliser l'IA pour tout le volet, présentation d'informations, diffusion d'informations, ça va peut-être libérer des ressources pour avoir plus de journalistes sur le terrain. Peut-être s'il y avait un espoir, une vision naïve un peu, hein? je dis voilà ça candidement, là, ça serait peut-être ça. Jean-Hugues, en terminant, on se retrouve ici à Carleton-sur-Mer pour le Festival international de journalisme. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté leur invitation? Qu'est-ce que ça représente, le festival, pour toi? Écoute, c'est une rencontre
unique entre le public et les journalistes. Je veux dire, oui, il y a des congrès de journalistes, on se parle souvent entre nous. Puis le public, des fois, on le maintient un peu à distance, le public. On dirait que les journalistes, on a un peu peur du public, là. Pas peur, mais il y a une contradiction, là. On travaille dans les valeurs journalistiques, on se voit toutes et tous au service du public, mais d'échanger avec ce public, on est très souvent réfractaire. Je viens de finir, j'ai passé beaucoup de temps à parler aux gens des coops de l'information, tu sais, le Journal Le Soleil, La Tribune, les quatre autres, là, se sont transformés en coop. Ils se sont transformés en coop de solidarité. Puis une coop de solidarité, c'est une coop particulière qui inclut pas juste les travailleurs de la coop, ça inclut aussi des membres de soutien. Et donc, ces membres de soutien-là, c'est le public auquel ces journaux-là sont destinés, là. Et moi, je m'attendais à ce que le public soit beaucoup impliqué, tu sais, dans la gestion des coops, pas dans les rédactions, là, mais dans les conseils d'administration, comme membres dans les assemblées générales. Et finalement, non, ils ne sont pas là. Donc, il y a comme une promesse, un peu, un rendez-vous manqué avec le public, en quelque sorte, là. Je trouve, en dépit de tout le succès, là, tu sais, toute l'estime pour vrai là, que j'ai pour le travail qui se fait au sein des coops, ils ont promis quelque chose qui ne s'est pas avéré, dans le fond, là, finalement, avec à travers leur constitution en coop de solidarité. Alors, il faudra voir. C'est peut-être, parce qu'il me semble, plus tu impliques le public, puis je ne dis pas juste ça pour les coops, je pense que tous les médias devraient faire ça. Avant, les médias étaient financés par la publicité, donc ouais, voilà, on pouvait être indépendant puis faire notre petite affaire. Mais maintenant qu'on a de plus en plus recours à de l'argent public pour financer le journalisme, et puis juste Radio-Canada, là. Mais, donc, il me semble que s'il y a de l'argent public qui finance le journalisme, il me semble que les médias devraient rendre des comptes davantage au public, puis pas simplement en répondant aux plaintes au conseil de presse, là. Je pense que si on implique davantage le public dans des assemblées générales, pas pour nous dire quoi faire, quoi couvrir dans les rédactions, mais juste nous dire est-ce qu'on fait bien notre travail, juste institutionnaliser, si on veut, les échanges avec le public. Il me semble que la confiance de ce public reviendrait peut-être. Jean Roy, merci. Merci beaucoup, Bruno. Vous imaginez bien que le Festival de journalisme de Carleton-sur-Mer attire aussi des étudiants en journalisme d'un peu partout au Québec. J'ai vu des étudiants de l'Université Laval à Québec, j'ai vu des gens de l'UQAM, de l'Université de Montréal et même de Jonquière. Et c'est justement le professeur Blaise Gagnon de l'ATM de Jonquière qui m'a présenté deux de ces étudiantes, deux jeunes femmes pleines d'espoir qui veulent devenir journalistes pour faire une différence. Alors, si vous voulez bien, on va écouter cette discussion que j'ai eue avec elle. Léa Morin-Le-Thor. Donc moi, je suis en première année de journalisme à ATM à Jonquière. Je suis française, ça s'entend. Je suis arrivée depuis août 2023 au Saguenay. Et donc, je me forme pour être une future journaliste. Moi, je m'appelle Sarah Champoux, j'ai presque 22 ans. Je suis originaire de Bécancour, j'habite maintenant au Saguenay, j'étudie en ATM, en journalisme aussi comme Léa. J'ai par contre un DEC déjà en théâtre d'obtenu. J'ai fait un an d'université à l'UQAM en communication politique avant de changer pour le journalisme qui était peut-être plus dans ma branche, en fait, qui me passionne un petit peu plus, là. Les médias passent un mauvais quart d'heure. Qu'est-ce qui fait qu'en 2024, deux jeunes femmes peuvent être intéressées à embarquer dans ce monde de l'information qui est malheureusement mal perçu par une partie de la population? Moi, c'est tout simple, c'est l'espoir. Puis peut-être un petit peu naïve, mais j'ai commencé à lire les journaux extrêmement jeune. Moi, c'est ma petite routine. À chaque matin, je lis la presse, je lis les journaux depuis que j'ai comme 10 ans. Et ça me passionne, je trouve ça extrêmement important. Et quand je vois les gens qui perdent confiance, ça me donne juste envie de leur montrer que
on n'est pas meilleur que les autres, les journalistes. On se pense pas meilleur. Faut être au même niveau que les citoyens, puis c'est là qu'ils vont regagner confiance. Donc moi, je pense que ça passe par une approche humaine, une approche humanitaire presque, ou même communautaire. Je pense que les journaux communautaires vont regagner du terrain dans les prochaines années. J'ai vraiment espoir de ça. Pour ma part, je te rejoins complètement, déjà, vraiment. Et surtout, c'est dans l'idée d'être utile aussi pour les gens et de leur donner la parole. Avant, moi, j'étais éducatrice spécialisée et formatrice, notamment pour des jeunes qui ont décroché scolairement. J'ai pu accompagner plein d'autres types de publics aussi, mais c'est là où j'ai eu le déclic, je crois, c'est justement quand j'animais des ateliers, que ce soit radio ou journalistique, où voilà, on écrivait des petits papiers pour les jeunes. Je me suis rendu compte à quel point ils avaient beaucoup de choses à dire et de vraiment mettre la lumière sur des personnes que des fois on entend peut-être peu. Et de manière générale, avoir ce rôle de vulgarisation de l'information. Et comme tu le disais, d'être proche des gens, je pense que moi, je cherche un métier où je suis proche des gens, mais où je pense qu'on a chacun notre part de responsabilité dans notre vie. On a tous notre part d'autonomie, d'indépendance et de résilience aussi. C'est-à-dire que tout à chacun peut être capable de surmonter cette crise, parce que le mot crise, je pense qu'on l'entend depuis des années dans tous les domaines, donc c'est pas ça qui va nous arrêter. Le fait que votre génération, à l'heure actuelle, on la sent moins informée par les médias traditionnels et plus informée par les nouveaux médias ou les médias en ligne, là. Est-ce que ça, pour vous, c'est un enjeu? Est-ce que ça fait que vous voyez les médias traditionnels, toujours en guillemets, là, d'un certain œil, et vous êtes en train de vous demander où vous allez, en bout de ligne, déboucher dans votre cheminement, là? C'est évident que pour moi, l'un va avec l'autre. C'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que toi, tu parlais de journal écrit. Moi, c'est vraiment la radio tous les matins. J'allume ma petite radio depuis que je suis toute petite. C'était France Inter quand j'étais jeune. Ici, c'est Radio-Canada. C'est clair qu'aujourd'hui, il faut être journaliste multiplateforme, en fait. Donc, il faut aussi bien faire du web, de l'écrit, de la radio, de la télé, connaître. Moi, je suis très attachée à tout ce qui est éducation aux médias, et je pense qu'il faut s'éduquer soi-même, connaître les dernières tendances dans les différentes conférences qu'il y a aujourd'hui. On nous parle aussi, par exemple, de TikTok qui est très émergent, qui fait aussi parler de lui, parce que pour ses bons côtés et ses moins bons côtés, mais qui a une place. Enfin, on peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, si on veut s'en servir, il faut savoir de quoi il s'agit. Et même en ATM, quand on est en 3e année, il y a des contenus. Et, on n'y est pas encore, nous on est en première, mais de ce qu'on a compris, il y a une semaine, on est plus attaché, on va dire, aux médias traditionnels, et puis une semaine plus sur par exemple, TikTok. Donc, c'est de faire du format, mais du bon format de qualité pour que l'information elle soit toujours de qualité. Donc je pense que la question c'est de savoir tout faire et puis d'être à la fois stratégique, mais surtout être encore une fois utile aux gens, et c'est de rejoindre les gens là où ils sont. Ouais, je vais dans le même sens que toi. Ça va peut-être être un petit peu plus imagé, par contre. Moi, je pense que les jeunes ont peur des médias traditionnels, mais les vieux ont peur des nouveaux médias, tout simplement. Et je pense que ça va ensemble, comme tu disais. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut juste se réinventer, puis il faut affronter. Moi, j'affronte toutes mes peurs dans la vie, puis il faut affronter cette peur-là de toutes les sortes de médias. Il faut expérimenter. Et après ça, on va trouver la plateforme qui nous va, qui nous convient selon ce qu'on veut consommer comme information. Moi, je vais jamais partir de mes médias traditionnels, je les adore, c'est ça que j'ai adopté. Mais je suis d'accord que TikTok a sa place, que Instagram a sa place, que les médias sociaux ont leur place aussi. C'est un tout qui est important. Quand vous regardez le fait qu'il y a bon nombre des citoyens aujourd'hui qui s'informent d'abord sur les réseaux sociaux, puis par la suite vont aller chercher de l'information dans les médias traditionnels, est-ce que pour vous, les médias traditionnels ont un type de responsabilité et un type de tâche par rapport à l'information qui va d'abord être découverte, par exemple, sur les réseaux sociaux? La tâche des médias traditionnels, qu'est-ce que ça devrait être? Je pense que c'est une question de temps et d'espace. Un média traditionnel, il va prendre ce temps et cet espace-là pour aller plus en profondeur, là où un réseau social va être beaucoup plus impactant. Je pense que j'ai pas du tout de chiffre en tête, mais dans la pratique de tous les jours, on est tous pareils. Le fait de scroller, on défile très vite, donc il faut que ce soit hyper accrocheur. Donc sur un réseau social, c'est vraiment c'est le tout résumé, impactant, et j'ai compris l'idée principale. Maintenant, s'il y a un sujet qui va plus m'accrocher, je vais aller sur un média plus traditionnel, qui soit papier ou en web, hein, mais aller regarder l'enquête de manière plus approfondie, comprendre l'origine, etc. Donc je dirais que la plus-value, elle est là,
Mais effectivement, c'est un enjeu et c'est vrai que des fois, on pourrait se dire aussi quelle est notre place ou notre rôle. Donc, je pense qu'à cette question-là, c'est de se dire, nous, on peut être aussi peut-être plus créatifs, donner l'angle, parce qu'un sujet, en fait, on peut l'aborder avec plein d'angles. Donc, c'est aussi de se dire, peut-être que on va dire, c'est le premier niveau de compréhension sur un réseau social. Et l'angle, la manière d'aborder les choses, ça va être toute cette créativité-là qu'on va retrouver peut-être plus sur un média traditionnel. Mais encore là, c'est plus une piste de réflexion que je lance. Je ne détiens pas de vérité à ce niveau-là, mais ça pourrait être une manière de voir les choses. En fait, je reviens un peu au fait que les médias sociaux et les médias traditionnels, ça se complète. L'un ne vit pas sans l'autre. Je pense que les médias traditionnels doivent être plus créatifs dans leur manière, tout en restant neutres, mais d'être plus créatifs dans leur manière d'aller chercher les gens. Tandis que les personnes sur TikTok, par exemple, les médias sur TikTok doivent trouver un moyen d'être court, mais d'être précis et d'être factuel dans leur information et de faire un travail de recherche qui est presque aussi gros que les médias traditionnels pour pouvoir donner quand même une qualité d'information qui est égale, qui est égalitaire partout, en fait. Donc, je pense que ça va être un travail à faire là-dessus, vraiment. La créativité, je pense qu'elle doit prendre une plus grande place dans les médias, dans la manière d'apporter l'information aussi. Là, c'est peut-être mon bagage de théâtre qui parle un petit peu, là, mais je pense que la créativité, c'est le mot-clé, en fait. Toutes les deux, de par votre cheminement personnel, je pense, parce que vous disiez, vous aviez déjà un deck, vous aviez déjà une vie avant d'arriver à l'ATM, mais toutes les deux, vous avez choisi l'ATM. Pourquoi? Moi, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand j'ai décidé ce changement de carrière, je me suis dit, OK, je vais retourner aux études, je suis prête à ça. Qu'est-ce qui offre au Québec ce genre de formation pour faire soit de la radio ou peut-être plus les communications? C'est ATM. J'ai postulé, j'ai été prise et let's go, on y va. Enfin, le fait que je sois française et que je connaissais pas toute la réputation que pouvait avoir ATM, c'est en arrivant que j'ai compris à quel point c'était un acteur majeur, en fait. Et donc, c'était un peu, voilà, ce qui me semblait le plus évident, en tout cas. Moi, en fait, c'est que j'osais pas avant. C'est vraiment drôle. J'ai postulé tout de suite en sortant de l'école secondaire. J'ai été acceptée, mais je me suis dit, mon Dieu, je serais jamais capable de faire ça. Je serais jamais assez bonne pour faire ça. Donc, j'ai essayé d'autres choses. J'ai fait du théâtre. J'ai adoré le théâtre. Ça m'a permis de gagner beaucoup de confiance aussi, de développer de la technique vocale qui est très pertinente aussi dans le domaine des médias. Et je suis retournée finalement vers le journalisme quand je me suis sentie prête, quand je me suis sentie que les autres options étaient bien le fun, mais c'était pas ça qui me passionnait, c'était pas ça qui me parlait, c'est le journalisme. Donc je suis revenue un peu à mon premier amour, la première chose que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je l'ai laissé de côté parce que j'osais pas. Mais finalement, j'ai osé, puis je le regrette pas. Puis tout mon bagage me sert maintenant en ATM. Donc moi, je suis vraiment contente du cheminement que j'ai fait, en fait. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre formation à l'heure actuelle? Vous terminez là, votre première année. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus laborieux dans tout ce que vous aviez à apprendre? Je pense que c'est la question de l'énergie et de l'envie de faire beaucoup de choses, parce que ce qui est dingue au cégep de manière générale, parce que ATM, le cégep, c'est pas que ATM, c'est le cégep en général, et ça, j'y tiens aussi beaucoup. Au cégep, il y a beaucoup de personnes très impliquées dans tous les domaines. Il y a énormément d'opportunités. Je trouve que la place de l'étudiant, elle est très belle. La relation aussi avec les professeurs ou toutes les personnes qui nous accueillent. Donc, moi, le mot difficulté, en fait, c'est plus, moi, de bien gérer toutes ces belles opportunités. Donc, en fait, c'est très positif. C'est la gestion du temps qui est l'enjeu. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Moi, ça a été affronter le fait de pas d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur, là. Ça a été d'affronter ça, d'affronter l'espèce de petite timidité que j'ai. J'ose pas déranger nécessairement les gens. Mais ce qui m'a encouragée, c'est d'apprendre des expériences de mes profs, d'apprendre des expériences d'autres journalistes aussi. Là, je pense à Sonia Lavoie, je pense à Nathalie Petrovski aussi, que j'ai rencontrée au Salon du Livre récemment, que eux, au début de leur carrière, ils étaient timides, ils osaient pas déranger. Appeler, là, ça les effrayait au plus haut point, là. Puis en sachant ça, moi, je me suis dit, OK, peut-être que dans le fond, je suis capable de le faire aussi. C'est en me dépassant comme ça a été ça un défi, mais ça a été un très beau défi que j'ai adoré relever, là, puis que je relève encore pas fini. Mais je m'améliore de plus en plus dans la confiance et dans le fait de...
t'es pas obligé d'être irrespectueuse en interrogeant les gens. Tu sais, c'est pas être irrespectueux que de vouloir poser une question. C'est de la manière d'aborder la personne. C'est quand tu y vas avec le sourire, quand tu y vas d'une manière bienveillante, ben les gens vont être bienveillants aussi en te répondant. Là, même s'ils peuvent pas te répondre, ben ils vont y aller d'une façon gentille. Ils vont te proposer quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, c'est vraiment la manière d'aborder qui fait toute la différence. Puis ça, ben je l'ai appris que t'es capable d'aller poser des questions, puis tu te feras pas revirer de bord sur un dizaine. Le pire qu'on soit, c'est un non. Est-ce que vous avez des gens qui vous inspirent dans le domaine? Je pense à Monique Néron, Patrick Lagacé, beaucoup. Je pense aussi à l'international, Mary Colvin, qui était une journaliste de presse internationale qui est décédée dans le conflit en Syrie, mais qui, elle, dépassait constamment les frontières et les règles pour aller chercher l'information des deux côtés. Moi, je trouvais que l'effet de dépasser, de se dépasser, d'aller voir les gens, de refuser de porter une veste par balle parce que les citoyens, ils en ont pas, les civils, ils en ont pas des vestes par balle quand ils sont dans un conflit. Ben ça la rapprochait des gens. Les gens lui faisaient confiance. Puis c'est toute cette matière-là de confiance puis de relation entre les gens qui m'intéressent. Autant avec Monique Néron, Patrick Lagacé, qui font du journalisme qui est très humain, c'est d'aller voir des gens qui ont soit des problèmes, soit des agents de changement aussi dans la société. Là, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des gens qui sont super importants. Puis c'est des bonnes nouvelles, là, les gens qui font des changements qui sont souvent dans l'ombre, mais qui sont très, très, très importants. Puis ça, c'est des choses qui sont super inspirantes, je trouve. Là. Puis c'est ça que je veux faire aussi, du journalisme humain. Là. Ouais. Ah, j'aurais pas autant de noms que toi, que ce soit même québécois ou français, mais je dirais beaucoup des chroniqueurs radio ou en France Inter notamment, Léa Salamé, j'aime bien ses chroniques. Alors, en France, on a cette particularité aussi, on aime le débat, et puis ça va aussi avec plein de... En ce moment, à l'actualité, Guillaume Meurice, il va pas très bien, je crois, mais ce sont des personnes qui... je pense, arrivent à donner leur point de vue, certes, et puis à faire réfléchir aussi l'auditoire, et puis avec un mandat quand même public aussi, où moi ça me parle parce que justement je trouve que c'est un service public, donc ça pose aussi des questions éthiques, et c'est pas simple, ce que je comprends, mais c'est vrai que moi c'est toujours des questions que je me pose quand on publie des choses sur les réseaux, justement, quand on donne un avis, même dans une conversation comme ça, comment est-ce qu'on se positionne, parce qu'on peut pas dire juste oui, je suis d'accord avec toi parce que juste je vais pas prendre position. Enfin, donc c'est des questions que je me pose tout le temps. Dans un registre un peu plus indépendant, une personne pour vraiment le phraser, la personnalité, ce qu'elle dégage, Édouard Baer, qui était beaucoup sur Radio Nova notamment, vraiment quelqu'un qui a une espèce d'aura comme ça, et puis je sais pas, qui nous embarque en fait, et puis qui va parler de choses très concrètes, mais avec un vocabulaire, on en apprend tous les jours, et ça nous permet un peu des fois peut-être de prendre de la hauteur, et je trouve ça aussi inspirant, ça permet une certaine forme de poésie que je trouve très inspirante aussi. Vous allez être où dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère être journaliste. J'aimerais réaliser des documentaires aussi. Le milieu de l'éducation, c'est un milieu qui m'intéresse énormément. J'aimerais ça visiter d'autres pays, voir comment sont les systèmes d'éducation en Finlande. Je pense en Chine aussi. Visiter plein de pays où on a souvent des préjugés sur à quoi l'éducation ressemble, puis j'aimerais ça comparer, j'aimerais ça m'intéresser à ce milieu-là. C'est sûr que la politique est un autre milieu qui m'intéresse beaucoup, puis peut-être que dans ma carrière un petit peu plus tard, j'aimerais ça devenir attachée de presse, puis peut-être même politicienne. J'oserais, moi j'aime ça parler aux gens, j'aime ça faire du terrain, puis je pense qu'on manque de politiciens humbles. Puis c'est ça, moi je pense que j'ai une facilité à connecter vraiment avec les citoyens. Je pense pas au-dessus de personne, je pense pas meilleur que personne, puis c'est ça qui manque, je trouve, dans la classe politique. C'est des gens qui font pas ça pour se faire valoir, qui font pas ça pour se faire voir puis devenir populaire, mais qui font ça pour la société en général, puis faire un changement. Tu sais, j'ai mon tatou qui dit changer le monde ici sur mon poignet. Ça, c'est mon mantra de tous les jours. Moi, j'essaie de changer le monde au moins une fois par jour, puis ça peut être juste avec un sourire à une autre personne. Ouais, je te vois bien en politique, mais je te l'ai toujours dit, vraiment. Dans 10 ans, ça paraît loin. Il peut se passer tellement de choses parce qu'il y a 3 ans, j'aurais pas pensé être là. Donc, je vais donner une réponse tout en sachant que j'espère être surprise par la vie. C'est drôle parce que je pense d'abord plus vie personnelle ou de famille ou autre qu'avant la carrière. Mais si on devait penser d'abord carrière, ce serait, je pense, dans le journalisme, mais peut-être que j'aurais acquis assez d'expérience pour aller vers vraiment le côté social qui me tient à cœur, mais d'avoir cette casquette plus
justement faire de l'éducation aux médias, faire des groupes de parole, des ateliers d'expression, des choses comme ça. Je sais pas si je serais pigiste ou pas, à mon compte ou pas, parce que j'aime aussi beaucoup travailler en équipe, mais je vois quelque chose où je suis toujours proche des gens. Encore une fois, je me sens utile. Puis j'espère, d'ici 10 ans, avoir une vie de famille aussi et de trouver la conciliation aussi qui va avec, parce que je trouve que c'est important et la carrière, c'est très épanouissant, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses aussi à côté. Ben, toutes les deux, je souhaite que vous soyez rendus où vous voulez être dans 10 ans. En terminant, j'ai croisé votre professeur hier et il me disait que vous vouliez absolument être ici, au festival. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, le festival, pour vous? Pour moi, une très bonne opportunité de rencontrer du monde, de comprendre les enjeux actuels, les réalités de chacun, parce que le Québec, c'est une grande province, il n'y a pas les mêmes réalités sur chaque territoire, c'est très local, mais il y a quand même des enjeux communs avec tous les professionnels, de pouvoir aussi réfléchir ensemble. C'est pas quelque chose de très descendant, au contraire, c'est une manière de discuter, de pouvoir se questionner et d'apporter aussi des solutions à nos échelles. Donc je trouvais que c'était c'est un très beau festival, c'est la 2e édition il me semble, mais on voit déjà le très beau succès. J'avais pu participer au sommet de l'information qui se passait au Cégep, que j'ai énormément apprécié aussi, donc je trouvais que c'était la suite logique en tout cas pour moi. Moi, c'est pour partager l'espoir qu'on a en l'avenir du journalisme avec d'autres personnes, d'autres passionnés. Et c'est aussi pour être inspiré par des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Je sais déjà que je vais en ressortir demain complètement rempli d'admiration et d'amour envers cette profession-là, puis envers tous les gens qui la pratiquent, peu importe le média, peu importe d'où ils viennent. Je vais en ressortir rempli de connaissances, puis rempli d'admiration et de gratitude d'être ici, là, en ce moment. Toutes les deux, je vous souhaite un bon cheminement dans le journalisme et de vous rendre où vous voulez vous rendre. Puis si vous suivez la vie, qu'elle vous amène vers le bonheur du travail puis de la vie personnelle. C'est important ce que vous disiez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous le savez, je vous en parle depuis vendredi. Une des grandes forces de ce festival, c'est la participation citoyenne. Et pour vous en donner un aperçu, je vous propose ce mot d'une festivalière. Mon nom, c'est Valérie Allard et je suis résidente de Carleton-sur-Mer. C'est la 2e année que je participe. Et ma participation, je fais un choix d'atelier qui est assez grand parce que on a une opportunité extraordinaire d'entendre et de partager le vécu de professionnels qui ont une feuille de route extraordinaire. Donc, c'est un privilège tout à fait, magnifique dont il faut profiter. On peut se présenter à Québec et à Montréal et avoir des événements de moindre qualité, on s'entend. Alors, le lieu de diffusion, il est intimement lié à l'organisateur, qui est Bertin Leblanc, qui a fait, lui aussi, son parcours de route. Il a vu beaucoup de choses en Europe. Alors, c'est ce qui est extraordinaire que cette personne redonne à la région ce que la région a pu lui donner. Et alors, c'est tout à fait le contraire de l'égoïsme. Il veut partager et il nous donne ça. Alors, qu'est-ce que ça fait de recevoir ça? Mais on peut juste qualifier ça d'une grande opportunité, d'un grand privilège et on en profite pleinement d'avoir des gens qui ont un parcours exceptionnel, une proximité avec ces gens-là. J'ai pu parler un peu avec Azeb, avec Céline Galipeau. On s'est donné la main. Écoutez, moi, à Québec, Montréal, je peux aller voir des bons spectacles, mais j'ai pas cet accès-là avec les artisans soit de la conférence, soit du concert, soit du spectacle. Alors, c'est la proximité avec ces gens-là. Fait que le lieu d'être en région, je pense que on a un avantage qui est très grand. Ce que je retiens, c'est que les ateliers qui nous ont été présentés sont très collés à l'actualité. Israël, Palestine, est-ce qu'on est dans un nouvel ordre mondial? Est-ce qu'on est dans un désordre mondial? On a 2 journalistes qui sortent d'Haïti pour venir à Carleton. Alors, on peut pas être plus collé à l'actualité que ce qu'on nous offre. Alors, c'est merveilleux.
Bouclons la boucle avant de terminer cette série spéciale de mon carnet. Je voulais retrouver une dernière fois le directeur général du festival, Bertin Leblanc, pour faire le bilan de cette seconde édition qui se termine aujourd'hui. Bertin Leblanc, bonjour. Bonjour Bruno. Bertin, je te prends, c'est la clôture du festival. C'est quoi ton bilan provisoire de cette édition-ci? Qu'est-ce que tu retiens? Je retiens cette femme. On a fait un petit moment avec les citoyens pour avoir un retour sur le festival. Et une femme qui nous a avoué qu'elle avait décroché des médias et de l'information depuis des années et que le festival lui a redonné le goût de s'informer. Pour moi, je me serais mis cet objectif-là dans 5 ans et qu'après 1 année et demie, après 2 éditions, cette personne vienne nous dire devant 50 personnes, après un festival de 3 jours de journalisme, j'ai repris goût à l'information, j'ai envie de te dire, voilà, pour moi c'était le plus beau cadeau du monde et ça donne un peu le ton du bilan, c'est-à-dire que on se rend pas compte quand on prépare une programmation comme celle-là. J'ai rencontré plein de gens de qualité. Je me disais ça va être pas mal ici, ça va être pas mal là. J'avais des doutes sur la capacité de la région à gérer 3 événements en même temps, parce que le Paris cette année, l'année dernière on était sur une 15aine d'événements, cette année on était sur 42. Donc je me disais, est-ce qu'on va réussir le pari d'innover des nouveaux lieux avec des espaces plus petits, mais avec un menu qui était très 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 riche. Et donc j'avais un peu peur. Et puis moi j'ai couru entre les 3 sites pour voir où il y avait du monde. Et finalement on a eu très peu d'échecs. On était souvent sur des jauges où il y avait 300 personnes en même temps, qui s'informaient, qui écoutaient des intervenants et qui étaient passionnés, et qui changeaient, et qui couraient aussi d'un endroit à l'autre. Donc là, c'est un énorme sentiment de satisfaction parce que ce pari-là a été réussi, parce qu'on est quand même dans la construction de quelque chose qui est relativement nouveau, autant pour les citoyens et tout ça. Donc je vous rappelle que Carleton est une ville de 4000 habitants. Donc on a eu peut-être un peu plus de 2500 personnes qui ont circulé dans la fin de semaine, et dont plus d'un tiers vient de l'extérieur de la région. Donc voilà, on connaît une petite croissance sympathique, mais je pense au-delà de ça, c'est que ça veut dire quand même qu'on a besoin de ce genre de respiration démocratique. Et il faut continuer de donner le goût aux gens de s'informer. Et un festival comme celui-là, c'est vraiment l'objectif. L'autre grande satisfaction, c'est que les professionnels du secteur, comme toi, comme tous les journalistes qui ont participé, soit comme experts ou comme journalistes qui s'intéressaient à la question, qui avaient envie de venir faire un tour dans la baie des Chaleurs en Gaspésie, repartent avec un grand sentiment de satisfaction. Et une autre très belle, des beaux témoignages que j'ai reçus de journalistes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que ça nous a fait du bien! Donc moi je l'avais rêvé comme ça, en me disant c'est de créer ce lien entre les citoyens et comme on échange avec nos familles, avec des gens, on est passionné, et on avait l'impression que pendant un petit temps, en tout cas quand j'ai écrit le projet il y a 3 ans, je me disais, on est en rupture de ce lien-là. Donc mon objectif c'était de créer quelque chose qui en tout cas allait à sa modeste manière, recoller les morceaux pour qu'on puisse redémarrer une conversation. Donc ce témoignage de cette femme qui me dit qu'elle va recommencer à s'informer, je ne pouvais pas avoir de meilleure conclusion. C'est drôle, parce que tout au long des entrevues que j'ai faites pour la série de spéciales, là, les journalistes me disaient comment c'était important ce contact. Puis tu l'as dit, comment c'était important le contact avec les gens pour parler, les rencontrer, avoir des critiques, avoir des commentaires, avoir une discussion. Et à l'inverse, à travers les rencontres que j'ai faites, c'est revenu souvent ça. Le fait que, parce que tu parles d'un projet fou que tu as pensé il y a 3 ans, mais il y a beaucoup de gens de la communauté puis on vient de l'entendre tout à l'heure, il y avait ce commentaire à la festivalière, c'est aussi beaucoup de gens qui retrouvent ça comme un cadeau que tu fais à la communauté. C'est quand même pas rien non plus, hein. C'est de redonner à ceux qui t'ont nourri. Ah oui, complètement. Moi, j'ai grandi à Carleton-sur-Mer. Je suis allé à l'école ici. J'ai joué au hockey. J'ai tapé mes chums. On a fait des feux de grève. Et je vis à l'étranger depuis presque 35 ans maintenant. Et en fait, quand on part en exil, ça nous manque forcément tout le temps. On le sait pas, et en vieillissant, c'est comme les saumons, on a besoin de revenir à sa rivière. Et donc, chercher une façon de revenir. Moi, je suis passionné par le journalisme. Et c'est ce que je retiens aussi des témoignages. C'est les gens te remercient, sont reconnaissants. Et puis, ils t'apportent aussi une espèce d'énergie et un sentiment de fierté retrouvée.
assez étonnamment, parce que la Gaspésie connaît un renouveau quand même extraordinaire depuis une dizaine d'années. Mais le festival, en tout cas, contribue à sa manière à cette, j'ai envie de dire, regagner une confiance qui était peut-être parfois ébranlée à tort, hein, je pense. Mais on est toujours un peu complexé. Les gens m'ont dit, ouais, comment t'as fait pour faire venir le juge en chef ou Céline Galipo, etc. Mais en fait, je pense que ça correspondait tellement à un besoin. Et puis et que ça redonne la fierté à la région. Mon Dieu, c'est aussi un autre merveilleux cadeau. Et puis bon, je veux pas faire de la psychologie à 2 balles, mais c'est hyper important de redonner à sa communauté. Moi, j'ai des coachs de hockey qui m'ont élevé, qui m'ont montré l'éthique au travail, et ces gens-là, ils viennent d'ici, ils ont pris des heures et des heures à essayer d'éduquer des jeunes, mes profs, mes parents, mon frère qui vit là, de redonner un petit peu, c'est un plaisir absolu en fait. C'est la fin de la 2e édition. Évidemment, on se retourne, on regarde le calendrier, puis on se dit, est-ce qu'il y aura une 3e édition? Oui, non. En fait, ça nous oblige, hein, ce genre de réaction du public. J'ai une équipe formidable. On a établi aujourd'hui une méthodologie. On a du travail. On a des professionnels qui nous entourent. Et surtout, la Gaspésie aujourd'hui est en capacité d'accueillir un événement d'envergure internationale sans aucune difficulté. On a les professionnels qu'il faut, on a les gens, on a la population, on a l'envie. Et l'éveil, en fait, qu'on a créé il y a 1 an, va faire boule de neige. Moi, j'ai été contacté quand on a publié la programmation en mars. Il y a des enseignants qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, OK, comment on fait, comment on se match, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ma polyvalente, dans mon cégep, dans mon école primaire? On avait initié quelques petits projets. Donc là, je pense qu'on a atteint une toute petite maturité. On est en préadolescence, là, j'ai envie de dire. Et on va pouvoir passer à la vitesse supérieure, pas forcément en volume, mais en maturité. Là, on vient de recueillir peut-être une 15aine de bonnes idées des citoyens pour organiser des tables rondes l'année prochaine. Donc, vous imaginez le vivier que ça représente, c'est-à-dire de pouvoir aller chercher les idées, l'énergie, l'envie des gens de trouver des réponses à leurs questions et d'avoir ça une fois par année, j'ai envie de dire, c'est pas trop, hein. Et donc évidemment il y aura une 3e édition. Moi je suis déjà dedans depuis 3 mois. On a contacté des gens, il y aura des spectacles, et puis là on va pouvoir se nourrir en fait de ce que les citoyens ont retenu de cette 2e édition et se projeter pour les 3, 5, 10, 20 prochaines années. Bertin Leblanc, merci pour cette 2e édition. Merci pour l'accueil. Et j'espère que cette série de 4 épisodes aura permis à des gens d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe ici et surtout leur donneront le goût de venir passer quelques jours à Carleton-sur-Mer pour la prochaine édition. Merci beaucoup, Bertin. Merci infiniment, Bruno. À très bientôt. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette série spéciale de Mon Carnet en provenance du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Je tiens à remercier l'organisation du festival pour sa collaboration, ainsi que TELUS qui, avec son soutien financier, a permis la production de cette série de reportages. Je vous donne rendez-vous vendredi qui vient, là, dans quelques jours, pour une édition un peu plus régulière de Mon Carnet. Je dis un peu plus parce que je serai en direct cette fois de Paris, où se tient toute la semaine Vivatech, la grande foire de la tech française. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine et je vous laisse avec la dernière de 3 chansons pour rendre hommage au Festival de journalisme de Carleton-sur-Mer. Et vous l'aviez peut-être deviné, mais ces 3 chansons ont été créées à l'aide de l'intelligence artificielle pour les paroles, pour la musique. Évidemment, j'ai donné amplement d'instructions pour arriver à créer ce que j'ai créé, mais tout de même, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de musicien. Il y avait que des grandes lignes directrices avec des orientations qui ont été écrites dans des requêtes. Et bien, finalement, vous avez entendu ce que ça a donné ces 3 dernières éditions. Alors, je vous laisse là-dessus pour écouter cette 3e version. Je vous dis à très bientôt et surtout, bonne écoute. Dans la ville de Carleton-sur-Mer, à la paix des chaleurs, on se rassemble pour se parler, pour mieux se comprendre. Dans le monde du journalisme, on veut faire la lumière sur les médias, les journalistes